La terrible réalité de mon existence s'est totalement brisée par une nuit glaciale de novembre dans la banlieue de Charlotte. Je m'appelle Darcy, une jeune fille de 17 ans dont la surdité profonde était considérée comme un défaut impardonnable par les personnes censées m'aimer le plus. Une valise cabossée a traversé la porte d'entrée pour atterrir lourdement sur le porche recouvert de neige hivernale, tandis que mon père regardait la scène avec un dégoût absolu. Ma mère a ensuite jeté un document d'émancipation légale sur la table de l'entrée avant de pointer son doigt manucuré directement sur la ligne de signature. Elle a articulé ces mots suivants avec une lenteur exagérée pour que mes yeux puissent facilement lire les intentions cruelles se formant sur ses lèvres. Signe ce document tout de suite. Car tu n'es plus notre fille. Alors ne laisse jamais personne savoir que tu appartiens à cette famille. J'ai ramassé le stylo d'une main tremblante pour signer et renoncer à mes droits légaux, avant de saisir mes bagages et de m'en aller dans l'obscurité. Le vent d'hiver mordant transperçait mon manteau léger jusqu'à ce que l'épuisement me force à m'effondrer contre les marches en bois d'un atelier de menuiserie fermé. La lourde porte a grincé quelques instants plus tard pour révéler un homme âgé qui a doucement tiré mon corps frissonnant vers un feu de foyer crépitant. 14 ans après m'avoir jeté dehors, mes parents biologiques sont revenus audacieusement sur mon seuil avec 5 exigences financières scandaleuses. Ils s'attendaient à ce que je m'exécute sans hésitation. Mais la seule phrase que j'ai prononcée en réponse a vidé chaque once de couleur de leur visage. Avide. Si cette histoire résonne avec vos propres luttes contre des membres de toxiques de votre famille, veuillez vous abonner à notre chaîne pour écouter la suite de mon parcours. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant le mot unique décrivant comment vous géreriez une telle trahison, car vos voix rendent cette communauté vraiment plus forte. Le hurlement perçant d'une ponceuse à bois industrielle résonnant dans l'atelier de menuiserie m'a réveillé le lendemain matin. Vernon se tenait silencieusement au-dessus d'un établi en bois robuste entièrement recouvert de sciure de bois jaune fraîche avant de remarquer mes yeux ouverts. Il a pointé un balai lourd, appuyé contre le mur du fond, tout en démontrant un large mouvement de balayage avec ses mains calleuses. Le travail physique intense est rapidement devenu ma routine quotidienne. Au cours des 2 années suivantes, j'ai passé mes journées à débarrasser les restes de bois tout en organisant de lourds outils en fer pour apprendre le rythme régulier du travail manuel. Hazel s'asseyait en face de moi à leur table de cuisine et raflait chaque soir pour m'apprendre la langue des signes américaine. Ses mains douces façonnaient patiemment chaque lettre jusqu'à ce que mes doigts raides mémorisent avec succès les mouvements physiques complexes. Ces leçons du soir silencieuses ont soigneusement construit un pont vital de communication entre nous trois. J'ai passé les The Late Hours of the Night, heures tardives de la nuit, plongé dans de lourds manuels empruntés à la bibliothèque publique locale pour me préparer à mon examen d'équivalence d'études secondaires. Vernon et Hazel ne m'ont jamais interrogé sur mon passé ni exigé de gratitude pour m'avoir offert un abri chaleureux. Vernon préparait simplement ma boîte à lunch chaque matin tandis qu'Hazel examinait attentivement mes scores aux examens blancs. Ils sont naturellement devenus les parents solidaires que mes parents biologiques n'ont absolument pas su être. Réussir l'examen d'équivalence a ouvert les portes lourdes d'un programme rigoureux de biotechnologie à l'université d'État. Jongler entre des cours de laboratoire complexes et des services de soir éreintants dans un restaurant local laissait à peine assez de temps pour dormir. Mes mains douloureuses ont frotté des assiettes graisseuses jusqu'à minuit avant d'analyser des notes complexes de biologie cellulaire jusqu'à l'aube. Chaque dollar économisé grâce à ces doubles services exigeants allait directement dans une boîte à monnaie métallique verrouillée cachée soigneusement sous mon matelas. 6 années d'économies acharnées ont finalement culminé dans une chambre d'hôpital stérile où un chirurgien spécialisé m'a préparé pour une intervention chirurgicale complexe d'implant cochléaire. La dure réalité médicale m'a frappé de plein fouet immédiatement après que les infirmiers ont retiré les épais bandages chirurgicaux. La capacité de traiter l'audition humaine normale ne s'est pas rétablie comme par magie. Tel un simple interrupteur électrique.
Activer l'appareil électronique a déclenché un barrage chaotique de parasites mécaniques qui ont provoqué des migraines atroces et aveuglantes. Mon cerveau non habitué ne pouvait tout simplement pas traiter le flux écrasant d'entrées sensorielles environnementales brutes. La rééducation a nécessité plusieurs mois d'entraînement auditif épuisant pour séparer le bruit de fond insignifiant de la véritable parole humaine. Hazel s'est assise patiemment en face de moi pendant ces séances de thérapie frustrantes tout en prononçant à plusieurs reprises des syllabes simples. La rétroaction électronique dure s'est lentement moulée dans la hauteur douce et distincte de sa voix. Entendre prononcer mon nom clairement pour la toute première fois a valu chaque mal de tête atroce. Les installations de recherche universitaire m'ont finalement donné accès aux systèmes informatiques avancés nécessaires à mes études supérieures. J'ai concentré toute mon énergie sur l'utilisation d'algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser des structures protéiques incroyablement complexes. L'objectif principal consistait à concevoir une membrane de peau biologique capable d'accélérer la régénération cellulaire chez les grands brûlés. Mes jours se sont fondus en nuits sans fin à l'intérieur de l'environnement de laboratoire stérile à analyser des ensembles de données biologiques massifs. La percée scientifique majeure est arrivée lorsque le modèle informatique a prédit avec succès une matrice de tissu synthétique haut la main très stable. Le prototypage physique ultérieur mené à l'intérieur de l'environnement de laboratoire contrôlé a confirmé parfaitement les simulations algorithmiques numériques. La membrane synthétique formulée s'est intégrée de manière transparente au tissu biologique, endommagé lors de nos phases de tests microscopiques initiaux. Cependant, l'infrastructure universitaire manquait cruellement de la capacité de fabrication spécialisée requise pour faire évoluer le processus de production délicat. Rester dans le système académique signifiait que la technologie révolutionnaire resterait piégée à l'intérieur de documents de recherche publiés au lieu d'aider réellement les patients. J'ai emballé mes données de recherche compilées pour établir une start-up de biomédecine indépendante à l'intérieur d'un petit entrepôt commercial loué à la périphérie de la ville. L'équipe de production initiale était composée de 3 étudiants diplômés dévoués travaillant sur des tables pliantes bon marché entourées de matériel de laboratoire d'occasion. Nous avons poussé la formulation de la membrane synthétique à travers des essais cliniques rigoureux, tout en naviguant soigneusement dans des processus d'approbation réglementaire fédérale compliqués. Mes journées étaient consacrées à affiner constamment la structure du tissu artificiel tout en négociant avec les fournisseurs médicaux pour maintenir notre petite exploitation en marche. Les résultats d'essais cliniques extrêmement réussis ont complètement transformé notre start-up obscure en un acteur de premier plan de l'industrie médicale. Les données empiriques ont prouvé que notre membrane synthétique guérissait les tissus humains, endommagés beaucoup plus rapidement que les méthodes traditionnelles de greffe de peau. Mon entreprise a officiellement obtenu plusieurs brevets biotechnologiques exclusifs pour la matrice tissulaire artificielle propriétaire. Cette technologie médicale révolutionnaire a immédiatement attiré l'attention des grandes sociétés médicales multinationales cherchant activement des solutions de soins de santé innovantes. L'avocat Elliott a frappé fermement à la porte de mon bureau avant d'entrer avec un dossier de demande de financement médical urgent serré dans ses mains. Il a traversé la pièce d'un pas décidé pour placer le dossier Manila épais directement sur le centre de mon bureau en verre. Le représentant juridique expérimenté gérait de manière experte toutes les contributions caritatives anonymes distribuées par le biais de mes flux de revenus d'entreprise au cours des dernières années. L'ouverture de la lourde couverture en carton a révélé les formulaires standards d'admission à l'hôpital détaillant l'état critique d'une patiente atteinte de leucémie âgée de 20 ans nécessitant une intervention financière immédiate. Mes yeux ont parcouru l'encre noire imprimée en suivant les détails démographiques personnels, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent brusquement en reconnaissant le nom spécifique de la patiente. Les lettres dactylographiées éplaient Simone parfaitement clairement sur l'entête médicale officielle, fournie par le service d'oncologie régional. Elle était la sœur cadette née 10 ans après moi qui était restée complètement absente de ma vie au cours des 14 dernières années. Mes doigts ont saisi les bords du papier fermement tout en absorbant la réalité inattendue de ça.
Grave crise médicale documentée sur la page. Il n'y avait absolument aucune trace du nourrisson en bonne santé sur la photo médicale ci-jointe, montrant une jeune femme pâle reliée à divers moniteurs d'hôpital. Elliot a tiré une chaise en cuir de l'autre côté du bureau pour livrer l'enquête de fond complète. Concernant la demande d'hôpital soumise, il a expliqué avec soin que le service d'oncologie avait désespérément besoin de trouver un donneur de moelle osseuse compatible pour procéder à la procédure de transplantation vitale. L'administration de l'hôpital avait initialement évalué à la fois Curtis et Peggy pour une compatibilité biologique potentielle au tout début du plan de traitement complet. Le rapport médical détaillé indiquait qu'il manquait soit des marqueurs génétiques nécessaires, soit refusait tout simplement de participer davantage au processus de dépistage physique rigoureux. Elliot a pointé son stylo vers un paragraphe spécifique documentant leur retrait officiel du registre des donneurs en raison de prétendus risques pour la santé associés aux adultes plus âgés, subissant des procédures médicales invasives. Ils ont éaponisé avec succès leur âge avancé comme une excuse très pratique pour éviter l'inconfort physique requis pour potentiellement sauver leur propre fille. Les médecins traitants ont été complètement forcés de chercher dans les bases de données nationales de donneurs externes parce que les parents biologiques ont refusé catégoriquement à l'équipe médicale l'accès à leur moelle osseuse. Entendre ce schéma prévisible d'égoïsme parental a déclenché une tension familière dans les muscles de ma mâchoire sans me surprendre le moins du monde. La conversation professionnelle a rapidement basculé vers le fardeau financier écrasant empêchant l'hôpital d'aller de l'avant avec le protocole de transplantation critique. Obtenir un donneur compatible du registre national aux côtés des soins d'isolement post-opératoire requis a généré des dépenses personnelles ahurissantes pour la patiente. Le service de facturation officiel de l'hôpital a estimé que les coûts médicaux non assurés totaux atteindraient facilement 350 000 $ avant la fin de l'année civile en cours. Elliot a tourné délibérément vers la section de vérification des antécédents financiers, révélant une ventilation détaillée de la richesse actuelle possédée par Curtis et Peggy. Leur vaste portefeuille financier contenait de multiples propriétés immobilières de grande valeur, aux côtés d'investissements boursiers très rentables accumulés régulièrement au cours des 2 dernières décennies. Le rapport d'enquête a prouvé qu'ils possédaient plus que suffisamment d'actifs liquides pour couvrir les 350 000 $ sans mettre en péril leurs conditions de vie de base confortables. Cependant, la documentation juridique officielle a confirmé leur refus absolu de liquider un seul certificat d'action ou d'hypothéquer une propriété pour financer le traitement étendu de la leucémie. Ils ont choisi consciemment de protéger leur mode de vie de retraite luxueux tout en laissant leur plus jeune enfant entièrement dépendant de la charité anonyme pour survivre à la maladie terminale. La dure réalité de leur cupidité calculée était documentée clairement à l'encre noire sur les formulaires de demande stérile de l'hôpital. Elliot a tapoté la page de résumé financier en expliquant que le comité d'éthique de l'hôpital avait tenté de négocier un plan de paiement avec le couple fortuné. Les administrateurs de l'hôpital ont offert de multiples solutions de paiement flexibles conçues pour réduire l'impact financier immédiat sur leur compte de retraite. Curtis et Peggy ont rejeté chaque proposition tout en exigeant que l'établissement médical cherche des sources de financement alternatives par le biais de programmes d'aide sociale publique. Leur refus flagrant d'assumer la responsabilité financière de la procédure médicale a bloqué l'ensemble du processus de préparation à la greffe indéfiniment. Simone est restée isolée dans l'unité de soins intensifs, regardant ses options de traitement disparaître entièrement parce que ses parents privilégiaient leur portefeuille d'investissement à sa survie. L'avocat est resté assis tranquillement sur la chaise en attendant ma décision exécutive concernant l'attribution de nos fonds de charité d'entreprise pour ce cas médical particulier. Le silence lourd a rempli le bureau spacieux tandis que la dure réalité de la situation s'installait fermement dans l'environnement professionnel de l'entreprise. Il n'y avait absolument aucun besoin de discuter des échecs moraux horribles des personnes qui m'ont abandonné dans la neige de l'hiver il y a 14 ans. Les faits présentés dans le dossier médical fournissaient suffisamment de preuves empiriques concernant leur caractère toxique immuable.
Mes mains ont fermé calmement le dossier Manila épais avant de le faire glisser à nouveau sur la surface de verre lisse vers l'avocat en attente. J'ai maintenu une voix complètement stable tout en livrant l'instruction finale sans montrer aucune vulnérabilité émotionnelle inutile concernant la situation familiale complexe. Veuillez contacter l'administration de l'hôpital pour planifier un dépistage biologique pour moi. Dans leur établissement de test cet après-midi. L'odeur écrasante d'antiseptique médical industriel a immédiatement agressé mes sens en franchissant les doubles portes battantes de l'établissement de test pour patients hospitalisés. Le docteur attendait patiemment à l'intérieur de la salle de consultation stérile avec une épaisse pile de tirage de laboratoire reposant sur son bureau d'examen en acier inoxydable. Le spécialiste en hématologie de premier plan a soigneusement tracé son stylo le long des marqueurs génétiques spécifiques indiquant une correspondance de compatibilité d'antigènes leucocytaires humains exceptionnellement élevée entre les deux échantillons biologiques distincts. Son analyse médicale professionnelle a confirmé que mon échantillon de sang s'alignait presque parfaitement avec les exigences cellulaires nécessaires pour exécuter une greffe de moelle osseuse. Réussi pour la patiente critique. Entendre cette confirmation médicale définitive a immédiatement déclenché une séquence complexe de protocoles juridiques contraignants orchestrés par Elliott à l'intérieur des bureaux administratifs de l'hôpital situé au rez-de-chaussée. J'ai explicitement instruit mon avocat d'établir un arrangement de donneur strictement confidentiel, protégeant mon identité personnelle de toute partie externe impliquée dans le cas médical en cours. L'administration de l'hôpital s'est liée légalement à des réglementations fédérales strictes sur la confidentialité, leur interdisant absolument de divulguer mon vrai nom aux parents biologiques en aucune circonstance. Elliott a rédigé de multiples accords de non-divulgation supplémentaires exigeant des signatures physiques de chaque professionnel de la santé affecté à l'extraction chirurgicale et aux procédures de transplantation ultérieure. Il a méticuleusement structuré la transaction financière, transférant exactement 350 000 $ des comptes de charité de mon entreprise directement dans le réseau du service de facturation de l'hôpital. Ce virement électronique massif a entièrement couvert les coûts chirurgicaux non assurés ainsi que les soins d'isolement post-opératoires étendus requis pour un rétablissement à long terme réussi de la patiente. Le personnel administratif de l'hôpital a traité le don caritatif anonyme sans jamais relier ma relation biologique à la jeune femme luttant pour sa vie à l'intérieur de l'unité de soins intensifs. Protéger mon anonymat absolu exigeait de signer des dizaines de documents officiels, garantissant que Curtis et Peggy n'accéderaient jamais aux dossiers médicaux restreints révélant l'origine des cellules souches salvatrices. Le pare-feu juridique impénétrable construit par Elliott garantissait que l'établissement médical me traitait exclusivement comme un bienfaiteur philanthropique non identifié, fournissant du matériel biologique essentiel pour un parfait inconnu. Le comité d'éthique de l'hôpital a officiellement approuvé le protocole de don anonyme après avoir examiné le vaste cadre juridique garantissant le financement financier de la procédure urgente. La paperasserie bureaucratique exhaustive a fini par céder la place à la dure réalité physique du protocole chirurgical invasif prévu tôt le lendemain matin. Des techniciens médicaux m'ont dirigé vers une suite préopératoire stérile pour préparer mon corps au processus intensif d'extraction de moelle osseuse nécessitant une anesthésie générale. Se changer dans la chemise d'hôpital en coton standard a dépouillé mon identité d'entreprise professionnelle pour ne laisser qu'un donneur biologique prêt à endurer un sacrifice physique important. Un anesthésiste traitant a localisé de manière experte une veine viable dans mon bras gauche pour administrer le médicament intraveineux lourd conçu pour induire un état profond d'inconscience totale. Les infirmières de chirurgie ont soigneusement positionné mon corps complètement engourdi face contre terre sur la table d'opération pour accéder au point d'extraction optimaux situé profondément dans la région du bas du dos. Les lumières chirurgicales brillantes au-dessus ont illuminé les instruments médicaux en acier inoxydable impeccable disposés méticuleusement sur le support d'instruments stériles positionnés directement près de la table d'opération. Le docteur a expliqué calmement que la procédure médicale compliquée nécessitait l'extraction de
près d'1 litre entier de mélange de moelle liquide directement du cœur de mon système squelettique pelvien à l'aide d'aiguilles chirurgicales creuses spécialisées. L'ensemble du personnel chirurgical s'est déplacé avec une efficacité pratique pour stériliser le site d'extraction avant que les produits chimiques anesthésiants ne prennent pleinement effet sur mon système nerveux central. L'anesthésie chimique lourde a lentement tiré mon esprit conscient dans une obscurité épaisse tandis que l'équipe chirurgicale préparait l'environnement stérile pour les ponctions osseuses douloureuses. Des heures de néant neurologique complet se sont écoulées avant que le blipping électronique rythmique d'un moniteur cardiaque ne me ramène progressivement vers la conscience physique à l'intérieur de la zone de récupération. Se réveiller à l'intérieur de la salle de réveil post-opératoire faiblement éclairée a apporté une vague immédiate de douleur pulsatile intense rayonnant vers l'extérieur de ma colonne vertébrale inférieure. Les lourds bandages médicaux enroulés hermétiquement autour de ma région pelvienne ont fourni un rappel physique constant de la procédure de forage invasive exécutée. Alors que je restais complètement inconsciente. Une infirmière de surveillance a rapidement remarqué mes yeux ouverts avant d'ajuster le goutte à goutte de médicaments analgésiques intraveineux pour aider à gérer le traumatisme physique localisé sévère découlant des multiples plaies de ponction. Je suis resté parfaitement immobile sur le matelas d'hôpital inconfortable tout en fixant les carreaux de plafond acoustique directement au-dessus de mon lit de récupération assigné pour étudier ma respiration inégale. Les puissants analgésiques ont lentement émoussé l'agonie physique aiguë tout en apportant un sentiment tranquille de certitude absolue concernant les événements médicaux se déroulant ailleurs. Dans le bâtiment massif. Je savais pertinemment que quelque part sur un étage complètement différent de ce complexe hospitalier, Simone commençait enfin son processus crucial de transplantation cellulaire. Elle recevait le matériel biologique exact nécessaire pour survivre à sa maladie terminale tout en restant complètement inconsciente de l'individu spécifique qui a fourni en silence le remède médical ultime. Les données des essais cliniques ont illuminé l'écran de présentation massif à l'intérieur de la salle de réunion exécutive située au 50e étage de la tour d'entreprise commerciale. Le cadre supérieur de l'acquisition du conglomérat médical multinational a poussé une offre initiale lourdement expurgée à travers la table en polyacajou pour lancer le processus de rachat. Sa stratégie de négociation d'entreprise agressive reposait largement sur le fait de saper activement l'évolutivité de la fabrication à long terme de ma membrane tissulaire biologique synthétique. Il a systématiquement tenté de dévaluer toute la start-up de biomédecine en soulignant agressivement les risques financiers inhérents associés à l'expansion des installations mondiales de production médicale pour répondre à la demande internationale. J'ai maintenu un silence absolu tout en permettant à sa vaste équipe d'avocats d'entreprise de terminer complètement leur présentation financière minutieusement répétée détaillant leur proposition de prise de contrôle opérationnel. Mes mains ont distribué calmement des copies reliées de nos brevets internationaux exclusifs au côté des ensembles de données de régénération cellulaire évalués par des pairs incontestés à chaque personne assise autour de la table. Les preuves cliniques empiriques ont prouvé hors de tout doute raisonnable que notre matrice tissulaire artificielle a réussi à accélérer les temps de récupération des brûlures humaines d'une marge sans précédent par rapport aux méthodes traditionnelles de greffe de peau. J'ai explicitement informé les cadres d'entreprise que notre algorithme de fabrication propriétaire restait entièrement protégé par des lois strictes sur la propriété intellectuelle empêchant toute réplication de marché non autorisée par leurs filiales médicales concurrentes. Le changement soudain de levier de négociation a forcé l'équipe d'acquisition opposée à reconsidérer immédiatement leur valorisation initiale très agressive de mon entreprise de biotechnologie. Ils ont rapidement demandé une brève pause privée pour consulter d'urgence leur directeur financiers externes concernant les paramètres d'acquisition mis à jour aux côtés des réserves de capital disponibles. De retour dans la salle de réunion 30 minutes plus tard. Le cadre supérieur a présenté un contrat d'achat complètement révisé reflétant la valeur marchande incontestée réelle de la technologie médicale révolutionnaire.
Le terme d'acquisition finale a réussi à garantir une valorisation totale de l'entreprise d'exactement 95 millions de dollars, transférant directement dans mes comptes bancaires de contrôle de l'entreprise dès la clôture. Elliott a examiné chaque clause juridique méticuleusement pour s'assurer que l'accord de rachat complet ne contenait absolument aucun passif financier caché ou de clauses opérationnelles restrictives post-vente. Recevoir son approbation juridique professionnelle m'a permis de ramasser le lourd stylo en laiton fourni par la société d'acquisition pour signer officiellement les documents financiers contraignants finaux. La transaction d'entreprise monumentale s'est conclue par un échange formel de poignées de main entre les cadres rivaux reconnaissant le transfert juridique réussi de la technologie médicale. Garantir le virement de 95 millions de dollars a complètement consolidé l'indépendance financière absolue que j'ai passé les 14 dernières années à travailler sans relâche pour atteindre grâce à l'innovation scientifique. Rejeter les somptueuses invitations à dîner de célébration de l'équipe d'acquisition d'entreprise victorieuse m'a permis de conduire directement pour revenir dans le quartier résidentiel calme. Immédiatement après avoir quitté le quartier commercial. La victoire financière massive n'a pas altéré la routine quotidienne réconfortante établie à l'intérieur de la modeste maison en bois partagée avec Vernon et Hazel au cours des 14 dernières années. J'ai simplement retroussé mes manches de chemise habillée coûteuses pour aider Hazel à transporter les lourds bols en céramique de ragoût de bœuf fait maison fumant vers la table à manger en bois usé. Vernon a passé toute la soirée à réparer soigneusement les charnières mécaniques cassées d'un meuble radio antique au lieu de poser des questions intrusives concernant mon horaire d'entreprise ou mes gains financiers. S'asseoir autour de la table et rafler familière en mangeant un repas simple cuisiné à la maison a fournit exactement la réalité physique d'ancrage requise après avoir navigué dans l'environnement de négociation d'entreprise impitoyable. Le sujet de mes parents biologiques n'a jamais refait surface pendant la conversation du soirée. Calme parce qu'ils avaient complètement perdu leurs privilèges parentaux en m'émancipant officiellement il y a longtemps. J'ai pris la décision consciente de refuser absolument de contacter Curtis et Peggy concernant l'acquisition d'entreprises massives finalisant mon indépendance financière totale. Ils ont choisi de couper violemment tous les liens familiaux pendant mes années d'adolescence les plus vulnérables, éliminant efficacement leur droit de participer à mon succès professionnel actuel aujourd'hui. La machinerie médiatique d'entreprise n'a pas perdu une seule minute pour diffuser les détails financiers exclusifs concernant le rachat massif de technologies médicales tôt le lendemain matin. Le communiqué de presse officiel de l'entreprise a dominé les premières couvertures de plusieurs magazines d'affaires nationaux de premier plan circulant rapidement dans les principaux districts financiers métropolitains. La publication financière de premier plan a mis en vedette de manière prompte les détails complets du rachat d'entreprise tout en affichant mon nom légal complet imprimé en grosses lettres grasses directement sur la page centrale. L'article journalistique étendu détaillait l'évolution rapide de la membrane de peau synthétique d'une petite start-up de biomédecine en une acquisition d'entreprise de 95 millions de dollars. En quelques courtes années, des milliers de copies glacées imprimées ont inondé les kiosques à journaux locaux et les immeubles de bureaux exécutifs, exposant complètement mon triomphe financier sans précédent au grand public dans tout l'État. À travers la ville, à l'intérieur d'un salon de country club prestigieux. Un exemplaire glacé spécifique du premier magazine financier a glissé à travers une table en marbre poli vers un client en attente. Curtis a ramassé la publication commerciale coûteuse pour parcourir nonchalamment les rapports du marché du matin tout en sirotant son café du matin fraîchement préparé avant son match de golf prévu. Ses yeux ont balayé les titres financiers avant de se verrouiller soudainement sur la typographie audacieuse affichant le nom de sa fille rejetée aux côtés de la valorisation d'entreprise stupéfiante de 95 millions de dollars. Le carillon de sécurité numérique a résonné brusquement dans le couloir principal, annonçant l'arrivée soudaine d'un véhicule inattendu à l'extérieur des grilles avant en fer forgé. De nombreux moniteurs de surveillance montés à l'intérieur du panneau de contrôle montraient Curtis
Et Peggy sortant d'une berline de luxe louée avec une confiance injustifiée. Curtis s'est arrêté pour ajuster les revers de son costume sur mesure coûteux tandis que Peggy lissait les rides de sa robe de designer. Ils avaient clairement l'intention de projeter une image de richesse générationnelle malgré la réalité documentée de leur portefeuille financier en détérioration. Ils ont marché droit dans l'allée pavée vers l'entrée principale tout en ignorant les avertissements de propriété privée affichés le long de la clôture de périmètre. Ouvrir la lourde porte en bois a révélé les parents biologiques se tenant sur mon tout premier porche de la maison en 14 ans. Aucun d'eux n'a offert une seule salutation de base concernant mon bien-être physique actuel ou n'a pris la peine de demander si l'intervention chirurgicale avait jamais réussi à restaurer mon audition. Leurs yeux calculateurs ont immédiatement filé au-delà de mes épaules pour évaluer avidement l'architecture personnalisée et les sols en marbre importé dominant le foyer spacieux. Curtis a poussé à travers le seuil d'entrée sans attendre une invitation formelle à inspecter le design d'intérieur luxueux décorant la zone de salon expansive. Peggy Snort a suivi de près tout en passant ses mains manucurées le long du revêtement en velours coûteux recouvrant la disposition des sièges personnalisés positionnés près de la cheminée en pierre. Elle a admiré ouvertement les peintures à l'huile accrochées au mur tout en calculant audibly la valeur marchande du lustre en cristal suspendu au plafond voûté. Ils se sont comportés exactement comme des investisseurs immobiliers potentiels évaluant une propriété commerciale lucrative au lieu de parents se réunissant avec une fille abandonnée après plus d'une décennie. L'audace absolue de leur présence non invitée a saturé la pièce tandis qu'ils se positionnaient confortablement sur le mobilier immaculé exactement comme des invités riches et autorisés. Curtis a croisé les jambes avec confiance tout en tambourinant ses doigts contre la coudoir en bois poli dans un étalage de domination territoriale totale à l'intérieur de mon sanctuaire personnel. Il a atteint nonchalamment sa veste de costume sur mesure pour extraire un morceau de papeterie légale soigneusement plié avant de le jeter sur la table basse en verre. Il s'est penché en arrière dans les coussins moelleux du canapé tout en faisant un geste vers le document manuscrit avec un geste de la main incroyablement arrogant et dédaigneux. Il m'a ordonné de lire le contenu spécifique contenant une liste détaillée des demandes financières scandaleuses attendues de ma richesse d'entreprise acquise. Se pencher en avant sur la surface de verre a permis à mes yeux de scanner le document rédigé, détaillant leurs attentes monétaires exactes ligne par ligne. Le premier point de balle exigeait explicitement la suppression immédiate des soldes d'adhésion en suspens à la prestigieuse organisation de golf de banlieue où Curtis passait ses week-ends. La deuxième ligne spécifique exigeait un parrainage financier permanent, permettant à Peggy de maintenir son statut exclusif au sein d'une association de danse et de dégustation de vins compétitifs d'élite. La troisième condition scandaleuse dictait l'achat pur et simple au comptant d'une propriété résidentielle entièrement meublée située dans un district scolaire de choix exclusivement pour Simone. La quatrième exigence exigeante a ordonné l'acquisition immédiate d'un tout nouveau véhicule de luxe, importé équipé de fonctionnalités personnalisées pour que Curtis puisse conduire en ville. Le paragraphe arrogant final décrivait une allocation mensuelle strictement appliquée d'exactement $10 000 destinés à financer leurs activités sociales superficielles sans aucune interruption future. Ils s'attendaient à ce pipeline financier massif pour rester ouvert indéfiniment indépendamment de mes propres dépenses personnelles ou de mes obligations professionnelles continues de l'entreprise. Le droit irradiant de l'encre manuscrite a confirmé qu'ils considéraient ma société de technologie biomédicale strictement comme une solution pratique à leur faillite imminente. Chaque article demandé s'est concentré entièrement sur le maintien d'une image publique frauduleuse de prospérité parmi leurs pairs de country club jugeant. Peggy a croisé les bras sur sa poitrine tout en inclinant son menton vers le haut pour prononcer un ultimatum verbal calculé, brisant le silence lourd. Son expression faciale affichait une certitude absolue concernant mon besoin désespéré supposé de leur approbation parentale après avoir enduré plus d'une décennie d'isolement familial complet. Elle a regardé directement dans mes yeux sans montrer une seule trace de culpabilité maternelle ou de remords pour la façon horrible dont ils m'ont jeté.
Exécutez ces 5 exigences financières exactement comme elles sont écrites sur ce papier et nous détruirons de façon permanente ce document d'émancipation légale que vous avez signé il y a 14 ans. Remplir ces conditions simples signifie que nous vous reconnaîtrons publiquement comme notre fille légitime au sein de nos cercles sociaux à nouveau. L'arrogance qui dégoulinait de sa prononciation soigneusement articulée pendait densément dans l'air. Alors qu'ils attendaient mon conformisme financier obéissant. Curtis North a atteint nonchalamment un pichet en cristal reposant sur un plateau voisin et s'est versé une portion d'eau tout en s'attendant à ma capitulation totale. Il croyait sincèrement que le rachat d'entreprise massif m'avait enfin fourni assez de capital pour acheter l'affection parentale qu'il retenait auparavant en raison de ma surdité. Il supposait que la petite fille qu'ils avaient jetée dans la neige glacée abandonnerait sa richesse juste pour les entendre l'appeler famille. Mon regard est resté parfaitement fixé sur la papeterie blanche reposant sur la table, tandis qu'un calme suffocant descendait sur la pièce spacieuse juste avant la tempête inévitable. Ma main a poussé la papeterie légale fermement à travers la surface de verre lisse jusqu'à ce qu'elle s'arrête précisément en face de Curtis. Il a regardé fixement le document juridique rejeté pendant plusieurs longs moments avant de lever les yeux avec une confusion visible tordant son expression faciale auparavant arrogante. Le rejet total de leurs exigences financières hautement opportunistes a clairement perturbé la stratégie de négociation manipulatrice qu'ils avaient répétée de manière intensive avant d'arriver à ma propriété aujourd'hui. Vous êtes tous les deux entrés dans ma maison en vous attendant à ce que je finance en permanence vos styles de vie luxueux sans offrir une seule excuse pour vos actions passées. Ai-je déclaré calmement. Avant d'être escorté hors de cette propriété privée aujourd'hui. J'ai une question spécifique exigeant une réponse totalement véridique de vous deux concernant votre autre fille. Qui a payé exactement les factures d'hôpital massives couvrant le traitement complet de la leucémie sauvant Simone de sa maladie terminale récemment? Peggy a croisé agressivement ses bras plus serrés sur sa poitrine tout en roulant des yeux à l'enquête inattendue concernant la survie médicale de son plus jeune enfant. Elle a incliné sa tête en arrière pour prononcer sa réponse hautement dédaigneuse avec un air de supériorité absolue indiquant son détachement total de la crise médicale en cours. Une organisation de charité anonyme gérée par des philanthropes fortunés trop généreux à gérer toutes ces dépenses médicales extensives entièrement en notre nom il y a des mois. A-t-elle répondu d'un air suffisant. Un léger signe de tête de ma part dirigé vers le coin ombragé du salon spacieux a immédiatement activé la phase suivante de la confrontation. L'avocat Elliott s'est avancé dans la lumière naturelle, portant le dossier Manila épais identique précédemment utilisé à l'intérieur de mon bureau d'entreprise il y a quelques semaines. Il a placé le portefeuille juridique lourd directement sur le dessus de la liste rejetée des demandes financières reposant sur la table basse en verre. Agissant sous mon autorisation verbale explicite. Le représentant juridique expérimenté a ouvert la couverture pour exposer les dossiers médicaux et financiers méticuleusement documentés. Il a systématiquement extrait les reçus officiels de virements bancaires détaillant le paiement exact de $350 000 envoyés directement au service de facturation de l'hôpital. Il a placé ces documents financiers à côté des certificats officiels de l'hôpital, confirmant l'origine biologique exacte de la moelle osseuse salvatrice transplantée dans Simone. Curtis s'est penché en avant pour inspecter les formalités administratives officielles, s'attendant à trouver le nom d'une organisation caritative d'entreprise aléatoire imprimé sur les lignes de signature. Ses yeux se sont verrouillés sur mon nom légal complet. Officiellement enregistré à la fois comme le seul bienfaiteur financier et le principal donneur de tissus biologiques. La réalisation écrasante l'a frappé avec la force physique d'un coup lourd sur la poitrine tout en détruisant sa posture arrogante complètement. Toute la couleur s'est rapidement drainée de son visage de plus en plus pâle alors qu'il reconnaissait la preuve indéniable de son propre échec parental monumental. Peggy a arraché les certificats médicaux de la table avec des doigts tremblants pour vérifier la réalité impossible documentée sans faille à l'encre noire d'imprimante. Sa bouche s'est ouverte à plusieurs reprises sans produire un seul son cohérent.
tandis que ses yeux filaient frénétiquement entre les signatures authentiques de l'hôpital Aymon. Expression calme. Le faux narratif qu'ils ont construit concernant un sauveur caritatif anonyme s'est instantanément effondré en ruine absolue en plein milieu de mon salon. Ils ont enfin compris que la fille sourde rejetée qu'ils avaient jetée dans la neige glacée avait littéralement acheté l'existence continue de leur enfant restant. La lourde porte en bois menant vers la zone de cuisine adjacente s'est ouverte tranquillement pour révéler Vernon et Hazel s'avançant délibérément dans l'espace de vie principal. Ils se sont positionnés fermement de chaque côté de ma chaise tout en projetant une force calme, complètement absente des deux imposteurs riches assis en face de nous. Mes parents biologiques ont regardé fixement le vieux charpentier et sa femme avec un ébahissement absolu concernant leur présence hautement inattendue lors d'une négociation financière privée. Les deux personnes merveilleuses qui se tiennent à côté de moi ont ramassé l'adolescente frissonnante que vous avez activement abandonnée il y a 14 ans sans y penser à deux fois. Ai-je déclaré fermement. Ils ont fourni un foyer chaleureux tout en m'apprenant à communiquer et en soutenant mon éducation académique sans jamais exiger un seul dollar en retour. Vernon et Hazel représentent ma vraie famille parce qu'ils ont gagné ce titre spécifique grâce à des années de dévouement inconditionnel. Au lieu de s'appuyer sur la génétique biologique de base, vous ne possédez absolument aucune autorité parentale ici. Et vous ne recevrez jamais un seul centime de la richesse de l'entreprise que j'ai bâtie à l'heure. Côté. Elliot a pressé un bouton discret sur son appareil de communication sans fil pour convoquer le personnel de sécurité privé stationné à l'extérieur des portes de la propriété. Deux gardes en uniforme solidement bâtis sont entrés dans le foyer spacieux en quelques secondes, pour escorter fermement les invités non invités vers la sortie principale du domaine privé. Curtis et Peggy ont reculé vers le couloir tout en échouant complètement à formuler un argument logique contre la preuve physique indéniable reposant sur la table. Les gardes de sécurité ont saisi leurs vestes de costume sur mesure pour les guider physiquement hors de la maison alors qu'ils restaient piégés dans un état de choc absolu. La lourde porte d'entrée en bois s'est refermée brusquement derrière leur silhouette en retraite, avec un bruit sourd et retentissant qui a coupé définitivement notre lien biologique pour toujours. Une lourde enveloppe manila portant le logo officiel du département financier de l'hôpital est arrivée directement à l'adresse de récupération résidentielle plusieurs jours plus tard. Simone a ouvert soigneusement le colis postal scellé contenant les états de facturation finalisés, détaillant les procédures de transplantation cellulaire globale requises pour sa survie. Ses yeux ont scanné les factures médicales extensivement détaillées documentant les coûts chirurgicaux massifs, les frais de salle d'isolement spécialisée et les procédures d'extraction de moelle osseuse complexes. Elle a tracé son doigt à travers la page finale jusqu'à ce qu'elle remarque l'entité d'entreprise spécifique gérant la fondation caritative anonyme responsable de l'apurement de la dette massive. L'entête officielle imprimée identifiait clairement le cabinet d'administration juridique principal comme Elliott et Associates opérant hors du district financier central du centre-ville. Une recherche rapide sur Internet à l'aide de son appareil mobile a immédiatement lié ce cabinet d'avocat de premier plan à un rachat de biomédecine d'entreprise de 95 millions de dollars très médiatisé finalisé il y a quelques semaines à peine. Les principaux résultats de recherche affichaient de nombreux articles commerciaux présentant le nom légal complet du principal client de l'entreprise qui a récemment vendu la technologie de tissu artificiel révolutionnaire. Simone a assemblé les preuves numériques accablantes pour réaliser que la sœur sourde rejetée dont elle se souvenait à peine a fourni le matériel biologique salvateur et le financement financier massif. La simple ampleur de la découverte l'a forcée à s'asseoir lourdement sur le bord de son lit pour traiter la trahison monumentale exécutée par ses parents. Elle a rassemblé la pile épaisse de documents médicaux imprimés et a marché directement dans le salon principal où ses parents biologiques étaient assis, profitant de leur thé d'après-midi coûteux. L'atmosphère de banlieue paisible s'est brisée instantanément lorsqu'elle a claqué les dossiers de facturation complets directement sur la surface polie de la table basse en verre. L'un ou l'autre de vous possède-t-il une véritable connaissance concernant la véritable identité
De l'individu spécifique qui a sauvé ma vie? A demandé Simone tout en serrant la paperasse restante fermement. Curtis a ajusté nerveusement son col en soie coûteux avant de se lancer dans une défense bégayante. Concernant leur décision consciente de protéger leur portefeuille d'investissement de retraite au lieu de financer les traitements médicaux nécessaires. Il a désespérément tenté d'expliquer comment la liquidation de leurs actifs immobiliers aurait déclenché des pénalités fiscales massives, ruinant complètement leur avenir financier planifié avec soin. Peggy est intervenue immédiatement pour justifier leur refus absolu de participer au test de compatibilité biologique initiale en citant des préoccupations fabriquées concernant le pH physique sévère sur les adultes plus âgés. Ils ont complètement échoué à fournir une explication logique pour avoir abandonné leur plus jeune fille dans une chambre d'hôpital stérile tout en continuant à financer leur mode de vie somptueux de country club sans interruption. Ils s'attendaient à ce qu'elle accepte tranquillement leurs excuses pathétiques et continue à jouer le rôle de la fille obéissante pour toujours. Simone a regardé fixement les deux imposteurs riches assis sur le canapé en velours tout en traitant la simple ampleur de leur tromperie sans remords. Elle a finalement reconnu l'égoïsme toxique absolu pourrissant complètement sous la façade de banlieue riche soigneusement entretenue qu'ils présentaient au monde extérieur. Vous avez choisi de me laisser mourir pour protéger vos comptes bancaires tandis que la sœur que vous avez jeté a payé secrètement 350 000 $ pour me garder en vie, a déclaré Simone froidement. Curtis et Peggy ont gelé complètement en entendant le chiffre financier exact et la confirmation indéniable de l'implication directe de leur fille aînée, sans prononcer un seul mot supplémentaire aux personnes qui l'ont élevée. Simone est montée à l'étage pour emballer ses effets personnels dans une seule valise avant de quitter la maison définitivement. Les conséquences financières inévitables du maintien d'un style de vie entièrement frauduleux sont finalement écrasées sur Curtis et Peggy plusieurs mois après cette confrontation finale dans leur salon. Leur habitude persistante de financer des abonnements de clubs sociaux coûteux et des baux de véhicules de luxe haut de gamme par le biais de cartes de crédit à taux d'intérêt élevés a complètement drainé leurs actifs financiers liquides restants. L'institution bancaire commerciale a initié officiellement des procédures de saisie agressive contre le domaine de banlieue massif après plusieurs paiements hypothécaires de primes impayées pendant plus de 6 mois consécutifs. Des agents de reprise sont arrivés tôt un matin pour remorquer physiquement les véhicules importés coûteux garés dans l'allée tandis que les résidents du quartier regardaient le spectacle humiliant se dérouler de leurs fenêtres. La communauté locale les a rapidement ostracisés complètement une fois que la vérité indéniable concernant leur horrible abandon parental a circulé rapidement dans leurs cercles sociaux d'élite. D'anciens amis et des associés fortunés ont activement ignoré leurs appels désespérés, demandant des prêts personnels d'urgence pour stopper la procédure d'expulsion légale imminente. Ils ont tout perdu ce qu'ils valorisaient tout en regardant leur statut social superficiel s'évaporer dans la faillite totale sans que personne n'offre un seul dollar d'assistance financière ou émotionnelle. Simone a finalement contacté par le biais du cabinet d'avocats pour planifier une réunion privée dans un café tranquille situé près du campus de l'Université d'État pour exprimer sa gratitude. J'ai choisi délibérément de ne pas remettre de paiement en espèces directes qui pourraient se retrouver par accident dans les poches désespérées de nos parents biologiques en faillite. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre pour discuter de l'avenir tout en évitant soigneusement l'histoire douloureuse nous connectant aux personnes qui nous ont fait défaut à tous. Les deux. L'avocat Elliott a établi un fonds fiduciaire éducatif entièrement indépendant conçu exclusivement pour couvrir ses frais de scolarité universitaire, le matériel académique requis ainsi que toutes les dépenses de vie quotidienne essentielles pour les 4 prochaines années. Cet arrangement juridique strict a fourni à Simone l'autonomie financière absolue nécessaire pour bâtir son propre avenir indépendant sans s'appuyer sur aucune influence externe toxique. Elle a promis d'utiliser l'opportunité éducative pour poursuivre un diplôme médical, aidant d'autres patients confrontés à des maladies terminales similaires. Le long voyage s'est conclu parfaitement autour de la table à manger en bois usé à l'intérieur de
La modeste maison de banlieue partagée avec ma vraie famille choisit un dimanche soir tranquille. Vernon a servi des assiettes généreuses de poulet rôti tandis qu'Azel discutait avec enthousiasme d'un tout nouveau projet de menuiserie utilisant des gestes physiques hautement animés pour communiquer ses idées créatives. Simone s'est assise confortablement à côté de moi, participant à la conversation chaleureuse sans aucune ombre persistante de la maison toxique qu'elle a fui définitivement plus tôt cette année-là. Le son d'un rire sincère a rempli la salle à manger confortable tandis que nous faisions passer les plats de service d'avant en arrière à travers la table. Couper les parents biologiques complètement hors de nos vies a enfin permis à une paix authentique de remplir les espaces vides qu'ils occupaient auparavant.